Renacast. Faut du temps aussi, et c'est ok qu'au début on gagne pas énormément, que ça se fasse petit à petit. Et votre voisin ou je sais pas, quand vous emmenez vos enfants à la crèche, les autres parents ou et n'importe qui peut devenir votre client. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Partir de l'agronomie, explorer les terroirs viticoles pour finalement se découvrir une passion dévorante, mettre l'humain au centre par la communication. Découvrons ensemble le déclic d'Adeline Cointe. Bonjour Adeline et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas, Tu vas bonjour à bien? tous. Oui, ça va, merci, et toi? Eh ben écoute, très bien, très heureux de t'avoir face à moi, au micro de Renacast, parce que pour la petite histoire, on s'est contacté, enfin tu m'as contacté il y a quelques temps, maintenant, ouais, 4-5 semaines, un truc comme ça, pour me proposer d'échanger avec deux personnalités exceptionnelles, Virginie Legrand et Manon Montessuie, alors qu'on fait un petit Coucou coucou les parce que filles. ton épisode passera après elle, qui sont des personnalités impressionnantes. Et j'ai échangé avec toi et je me suis dit, bah c'est bien, mais et toi, est-ce que tu veux venir? Parce que ça a l'air hyper intéressant ton parcours. Et tu m'as dit quoi déjà? Je te dis merci pour ce cadeau, c'est trop chouette. Merci de me donner la parole. Bah, écoute, alors justement, moi je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas encore, évidemment, et ton métier veut que très souvent tu sois plus dans l'ombre. Alors du coup, c'est pour ça que je voulais te donner la parole. Alors, est-ce que toi, tu peux te présenter à tous nos auditeurs pour qu'ils sachent qui tu es? Alors moi, du coup, Adeline Cointe, je suis attachée de presse. Donc en effet, c'est un métier qui n'est pas trop connu et qui parfois peut être sujet à des préjugés aussi. Donc du coup, je te remercie encore de me donner la parole sur ce sujet-là qui va, j'espère, intéresser pas mal de monde pour découvrir un nouveau métier. Et du coup, je suis à mon compte depuis 4 ans et demi cette fois. 4 ans et demi, ça fait déjà un petit moment, hein, déjà, donc une belle expertise sur ce métier, hein. On peut dire que ça y est, c'est ton métier maintenant, hein, tu as passé le cap des 3 ans où les entreprises ont du mal à passer ce cap-là, donc bravo à toi. Si tu devais résumer, qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais en je sais pas, 3-4 mots, lesquels tu choisirais et pourquoi? Bah, du coup, déjà attachée de presse, ce métier-là. Je donnerais aussi relations et notoriété. Alors relations parce qu'en fait, à la fois, moi, j'ai les relations avec les journalistes, des relations que j'entretiens aussi au long terme. Il y a des journalistes que je connais, depuis que j'ai commencé dans le salariat début 2013, donc ça commence à faire. Il y a des journalistes que je connais depuis 12 ans. Et à la fois relations dans le sens où je vais mettre en relation, une entreprise avec les journalistes pour pouvoir donner l'opportunité en fait de prendre la parole, de se faire connaître, de se rendre visible, et notoriété dans le sens aussi où les médias, l'idée c'est pas de faire de la publicité avec les médias, l'idée ce sera vraiment d'aller communiquer, d'aller prendre la crédibilité du média pour la transférer à soi en fait aussi, et gagner en notoriété. En fait, les gens ça vont aussi se dire oh je l'ai vu plusieurs fois sur différents médias, et avoir de plus en plus confiance en l'entreprise concernée. Et ce qu'on entend par média, en fait, c'est à la fois la presse, donc presse papier, et ça va être aussi la télé, la radio, mais tout ce qu'on appelle aussi les nouveaux médias, donc les podcasts, les newsletters, peut-être les conférences. Voilà, vraiment tout support qui va diffuser de l'information, un blog, enfin vraiment partout où on peut prendre la parole et parler, des entreprises. C'est génial, c'est un métier qui me semble être
très compliqué à mon point de vue parce que déjà trouver, les personnes, j'ai d'autres activités, de blog, professionnelles et je cherche tout le temps, de contacter la relation presse de telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise pour trouver la bonne personne. C'est une galère sans nom, quand tu es pas hyper connu évidemment parce que si tu es déjà connu, ils viennent à toi tout seuls, et encore, hein, tu peux choisir et je trouve ça exceptionnel d'avoir une personne comme toi qui vient accompagner une entreprise, une personne, hein, une personnalité, comme le disait tout à l'heure, pour se mettre en avant et mettre en avant sur des médias reconnus et en phase avec les valeurs de l'entreprise et de la personne. Je trouve ça génial. C'est top. Alors tu vas du coup à la fin de l'épisode, je vais forcément te dire comment on va te retrouver parce que tous ceux qui créent du contenu, tous ceux qui créent tout court d'ailleurs, pas que du contenu, vont forcément avoir besoin de toi. Donc attends-toi à être débordé de travail. J'en suis navré d'avance, mais si tu y arrives, c'est déjà top de pouvoir gérer tout ça. Euh, alors, avant de partir directement dans la relation presse et que tu nous expliques toutes les démarches, toutes les épreuves, les choses que tu as faites pour en arriver là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, bah déjà, quelles étaient tes premières expériences? Parce que tu nous dis que c'est depuis 2013 que tu maîtrises enfin, que tu es en relation avec des journalistes, mais ça fait 4 ans. Alors, je suis pas très bon en calcul mental, mais 2013 plus 4 ans, ça fait pas 2025. Et du coup, quelles étaient tes premières activités donc de salariat, ta première casquette de communication, alors c'était dans une association de souvenirs, et puis les compétences qui t'ont permis, qui t'ont appris à ce moment-là à devenir relation presse et ce qui t'ont permis de développer tes super pouvoirs du jour. Extra. Alors de mon côté, j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait, à la base, je me suis pas formée en communication. Je me suis formée plutôt dans tout ce qui était agronomie, agroalimentaire et terroir viticole. Parce que, bah, dans la famille, il y avait quand même pas mal, de liens à la terre, d'agriculteurs, d'entrepreneurs justement dans l'agriculture et je suis allée sur cette voie-là. Et en fait, j'ai en effet travaillé en premier poste après mon master, sur une association agricole. Donc, une association, il n'y a pas un budget énorme, donc on n'est pas énormément de salariés. Là, on était, soit un, soit 2 maximum et en fait, ce qui a été génial sur ce poste-là, c'est que j'ai pu apprendre vraiment plein de choses. Bah, à la fois la compta, parce que, bon, j'avais eu quelques cours de compta agricole, mais là, c'était encore différent. C'était de la compta d'associations, de syndicats et puis, il y avait 3 entités, donc vraiment une compta assez variée et aussi, par exemple, la communication. Donc c'était à la fois la communication interne, donc transmettre aux adhérents les informations importantes, au niveau de, par exemple, avec une newsletter, avec différents moyens de communication et de la communication externe pour valoriser l'agriculture, pour valoriser tout ce qui se faisait aussi. Il y avait des actions, par exemple, dans des collèges, il y avait des actions auprès du grand public. Enfin, vraiment, ça a été de pouvoir le valoriser auprès du grand public. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre un pied dans la création pour les réseaux sociaux, à faire un petit peu d'affiches pour les événements, de faire énormément d'événementiels aussi, parce que pour se faire connaître, ça passait aussi par de l'événementiel. Et les relations presse que j'exerce aujourd'hui. Donc en fait, les relations presse, j'ai mis le pied dedans, je pense, le premier jour où je suis arrivée en tant que salariée, parce que l'association organisait son assemblée générale. Je suis arrivée le lundi, l'assemblée générale était le vendredi. Donc beau petit challenge pour la première semaine. Effectivement, J'étais dans le très bain direct. intéressant. Et en fait, j'avais ce qu'on m'a donné comme outil de travail, le fichier presse était vraiment obsolète. Quand j'ai envoyé le mail, il y a tout qui est revenu avec les adresses mail erronées. Là, je me suis dit: «Ouh, j'aime pas trop travailler comme ça», donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé dans les rédactions et en fait, c'est comme ça que j'y ai mis un premier pied, en fait, avec ce fichier erroné en me disant: «Ouh là là, moi, je suis assez carrée, ça me va pas d'avoir, que des mails de retour comme ça» et d'avoir appelé les rédactions des médias en me présentant, en exposant le sujet et puis du coup, bah, finalement, ces premiers coups de fil, cette première semaine, de salariat en 2013, bah, ça m'a ouvert en fait aussi des portes, qu'on va petit à petit explorer là pendant l'épisode et en fait, cette expérience-là, c'est génial parce qu'il fallait, bah, tout faire, fallait tout découvrir et en plus de ça, il y avait près de 500 adhérents.
Donc c'était quand même pas rien non plus. Il fallait vraiment que je puisse avoir les infos de partout parce que c'était sur un département, le territoire de l'association. Donc il fallait vraiment que j'aille aussi à la pêche aux infos auprès des adhérents pour pouvoir communiquer au mieux. N'oubliez personne aussi parce qu'il y a des fois ce qui était à l'époque les cantons et des territoires locaux sur le département qui peut-être se valorisaient moins parce qu'ils avaient l'impression de faire moins de choses, etc. Mais j'essayais aussi de leur donner la parole, de dire bah oui, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah là vous faites, je sais pas, un barbecue avec la viande locale, le producteur de pommes de terre local, enfin d'essayer d'aller voir avec eux aussi ce qu'ils faisaient pour le mettre en avant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait cette capacité que j'avais à aller parler avec les gens, à toujours voir aussi plein de positifs dans tout ce qui se fait, de pouvoir le valoriser avec l'humain au centre. C'est là que je me suis rendu compte que la communication, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément, dans lequel je m'éclatais et que en fait, j'ai fait aussi mes armes, sur cette première expérience salariée. Et ensuite, sur ma deuxième expérience salariée, en fait, j'ai été recrutée pour cette double casquette, à la fois communication et à la fois, agronomie, agroalimentaire, terroir AOP et cetera. Où là, j'ai travaillé sur une, école, où on formait des fromagers. Et j'avais en fait, une casquette à la fois un petit peu commerciale pour remplir les classes et une casquette, communicante pour, pareil, en interne et en externe, valoriser l'école et puis, donner envie, susciter des vocations en fait pour devenir fromager. Et du coup, c'est cette double compétence. Déjà là, j'ai commencé à me dire: «Ah c'est super» parce qu'en fait, ce que j'ai développé, à la fois dans mes études et sur l'expérience salariée, ça sert. C'est là que je me suis rendu compte aussi qu'on peut, même si ça paraît décousu, en fait, il y a toujours un lien dans ce qu'on a fait. Comme disait Steve Jobs, connecting the dots, connecter les points, en fait, à force de l'histoire, on arrive à savoir ce qui fait lien, ce qui fait sens. Et je pense à un petit premier conseil pour quelqu'un qui souhaiterait passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est de se dire que tout ce qu'on vit nous constitue et tout ce qu'on vit, du coup, peut nous servir. En fait, quand on devient entrepreneur, faut pas oublier tout ce qu'on a fait avant, même si en soi, ça peut paraître un petit peu loin. Il faut pas l'oublier et c'est pareil pour le réseau. En fait, les collègues qu'on avait, les entreprises avec lesquelles on travaillait, c'est tous des gens qui vont se souvenir aussi de nous et qui pourront après être aussi peut-être des clients ou en tout cas des prescripteurs pour le bouche à oreille pour parler de nous également. Donc ça, à bien garder aussi en tête. Et cette deuxième expérience salariée, après, en fait, c'était dans le public, donc c'était plusieurs CDD à la suite les uns des autres. Et au bout d'un moment, je me retrouvais plus trop dans ce poste. Donc peut-être qu'on en parlera un petit coup aussi. Et en fait, après, du coup, je me suis dit, bon, c'est mon CDD, le CDD en cours arrivait à son échéance. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir autre chose. Et au départ, je me suis dit, peut-être pour un autre poste salarié. Donc, j'ai passé 1 ou 2 entretiens où j'ai fini 2e. Et puis, je me suis dit, bon, OK, est-ce que c'est pas aussi l'occasion de monter mon entreprise? Parce que je me disais, cette double compétence, agronomie, agroalimentaire, communication, il y en a pas beaucoup qui l'ont, c'est hyper précieux comme compétence. Pourquoi je le ferais pas pour moi-même aussi, plutôt que pour une entreprise? Et en me disant, à ce moment-là, les agriculteurs faisaient peut-être des super beaux choses pour l'environnement, des belles actions, mais qui savaient pas toujours mettre en avant. Donc je me suis dit, en fait, faut que je les aide là-dedans. Et au départ, je me suis dit, je vais me laisser peut-être 1 an pour créer mon entreprise de façon structurée, en me disant, je vais démarcher toutes les semaines 3 ou 4 personnes pour faire mon étude de marché, voir si l'idée plaît et puis, du coup, faire remonter mon nom dans la tête des gens avec qui j'avais bossé les 7 ou 8 dernières années. Et en fait, dès la première semaine, je pense que sur les 4 personnes que j'ai sollicitées la première semaine, il y en a 2 qui m'ont dit tout de suite: «Eh ben oui, c'est super, on a besoin de toi, on peut commencer quand?»
C'est génial. D'accord. Tu nous montres. Alors déjà, ça fait 10 minutes qu'on enregistre. En 10 minutes, tu nous as déjà donné 2 super conseils. Donc merci. Ça c'est top. On voit donc le premier conseil que je prends et Vissouda nous a dit déjà dans un épisode qui passait que justement tout ce qu'on faisait, Laurie aussi d'ailleurs, tout ce qu'on fait avant nous sert à franchir, à créer notre escalier social, de créer notre entreprise. Donc chaque étape est importante et on apprend constamment. Et c'est ce que tu nous dis finalement. Hein, peu importe ce que tu as fait, ça peut être un domaine d'activité totalement différent de ce que tu vas faire. Il y a des points qui sont peut-être des éléments prépondérants pour ton futur métier, donc à ne pas perdre. Et un autre conseil, chouchouter votre entourage finalement, vos collègues, vos amis. J'ai eu des discussions assez fréquentes autour de ça où j'échange avec beaucoup de managers, de directeurs. Pour certains, écrasent un petit peu leurs collègues parce qu'ils ont un management un peu dur, un peu à l'ancienne, on va dire. Et souvent, ce que je leur dis, c'est oui, aujourd'hui, il est en dessous de toi, mais demain, potentiellement, il sera au-dessus ou il aura peut-être besoin de toi en tant qu'entrepreneur. Donc, peut-être qu'il sera intéressant de le chouchouter un petit peu égoïstement. Hein, fais-le pour toi déjà, et tu vas voir, il va te le redonner 1000 fois plus tard. Et c'est ce que tu nous dis finalement. Donc, 2 super conseils, merci. Tu as tout de suite embrayé sur ton déclic. Alors ton déclic, c'est finalement la fin de ton contrat. Plutôt que d'aller chercher un autre contrat de travail salarial, tu t'es dit mais autant que ça serve à quelqu'un que je connais bien, moi, et tu as lancé directement ton entreprise. Alors ça pose plein de questions parce que généralement c'est compliqué ce passage-là. Comment dans ta tête, psychologiquement, on se dit ok, je quitte la sphère salariale où j'ai mon confort, alors dans ton cas, c'est ton CDD qui s'arrête, donc ton confort est peut-être à peine moins que celui qui est en CDI et qui doit démissionner. Mais comment tu te dis, j'y retourne pas, tant pis, je me donne un an, ce que tu nous as dit, pour lancer ma boîte. Mais à un moment, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des compétences. Alors tu les as acquises forcément. Le relationnel, tu l'as acquis sur tes deux premiers jobs. Mais comment tu as réussi à passer le cap psychologiquement? Alors je pense qu'en fait, ça faisait un moment que l'entrepreneuriat me cherchait, mais sans que je me rende compte. Parce que, ma maman et ma sœur, en fait, font beaucoup de créations de leurs mains. Elles sont très manuelles et elles sont hyper douées, mais que ce soit, je vais dire n'importe quoi, de la couture, du tricot, du bricolage, je sais que ma sœur, elle retape des meubles, enfin vraiment, mais des compétences incroyables que moi j'ai pas forcément, enfin en tout cas pas à leur niveau. Et en fait, à chaque fois, je leur disais: «Oh, mais il faudrait créer votre entreprise, ce serait trop bien, oh mais regardez tout ce que vous pourriez faire». Enfin bref. Et en fait, elles, ça c'était pas forcément, dans leur plan. Et en fait, moi, j'avais l'impression de pas pouvoir devenir entrepreneur pour une raison très bête, parce que pour moi, c'était plutôt des produits, des créer quelque chose. Et en fait, le service, j'y avais jamais pensé. Je sais pas pourquoi, mais du coup, moi, j'avais l'impression de pas avoir cette compétence pour moi créer mon entreprise. Qu'est-ce que j'aurais pu apporter à ce moment-là? Avant, je m'en rendais pas compte. Et puis, bah, finalement, après la deuxième expérience salariée, c'est là aussi où je me suis rendu compte de cette vraie force que j'avais d'avoir eu un double parcours à la fois, études et professionnel. Et puis de me dire, il y avait pour moi, c'était aussi d'être partie de ce besoin du marché, que pour moi, les agriculteurs, les fromagers avaient éventuellement besoin, de se mettre plus en avant, parce qu'à l'époque, ils savaient pas forcément, bien le faire, et peut-être moins bien qu'aujourd'hui en tout cas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont bien évolué dans ce sens-là. Et d'autant plus, ça a été très dur, la fin de mon contrat, psychologiquement. Je pense que je continuais, j'étais dans un burn-out, voilà, horrible. Parce qu'en fait, dans le public, ce qui ne me convenait pas avec du recul, c'est que tout prend beaucoup de temps pour faire une simple décision. Des fois, bah, pour, commander, un roll-up pour un salon, et ben, en fait, ça allait que ça passe par plusieurs personnes de la hiérarchie. Et en fait, bah, des fois, on mettait 6 mois, et puis, bah, le besoin était plus là finalement pour, des petites décisions. Donc ça, moi, j'avais beaucoup de mal, et c'était très cloisonné. En fait, même si j'avais un poste, surdimensionné, bah,
chacun sa mission, on voyait pas toujours tout jusqu'au bout. Et ça, moi, j'aime bien aussi voir un projet de A à Z. Donc, je pense que ça me manquait. Et quand je dis poste surdimensionné, c'est que il y avait pas de personne qui faisait ce que je faisais au niveau communication avant moi. La personne avant moi, elle faisait que le développement pour remplir les classes. Enfin, c'est déjà énorme, pardon. Elle faisait le développement pour remplir les classes. Donc moi, on m'a rajouté ça en plus. Et donc, j'étais ravie parce que j'adore ça. Puis moi, il faut que ça bouge. Mais au bout d'un moment, quand on y passe ses jours, ses nuits, ses week-ends, ses vacances et qu'on n'a plus le temps de prendre de vacances et que et à un moment donné, la tête, la tête ne suit plus. Et j'entendais dans l'épisode de Laurie, qu'on pourra peut-être remettre en lien aussi, en fait, elle disait qu'elle a laissé faire, elle a rien dit. Mais moi, c'était exactement pareil. En partant, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais à quel moment j'ai laissé faire tout ça? À quel moment j'ai donné, puis qu'on m'en a pris de plus en plus aussi, sur mon énergie vitale, sur tout ce que je pouvais faire. Et pareil, on a beaucoup de parallèles avec Laurie parce qu'elle a été remplacée par 4 personnes. Moi, j'ai été remplacée par 3 personnes pour faire le boulot que je faisais. Donc, je dis, ah Effectivement. d'accord. Ouais, et c'est intéressant, hein. J'ai réécouté évidemment l'épisode de Laurie et lors de l'enregistrement, j'ai eu 1 milliard de questions comme j'ai avec toi et comme j'ai avec tous ceux avec qui j'échange. Et il y a un truc qui me revient assez fréquemment en tête et que je formalise pas forcément, mais je suis en train progressivement d'en parler à certains de mes collègues confrères. C'est le savoir dire non dans une entreprise. Non, c'est pas forcément, ça sera pas à ta décharge plus tard, ce sera juste à un moment, tu as mis des limites et c'est compliqué, ça ne s'apprend pas à l'école. Personne ne te dit fais pas. Au contraire, on te dit attends, t'as du taf, t'as de la chance, accepte. Et du coup, ça file au burn-out et les bons éléments s'en vont parce que on les surcharge de travail et c'est malheureux. Et tu en es l'exemple type, Laurie également et plein d'autres, j'imagine malheureusement. Et toi, comment t'as réussi à dire non? Alors, comment tu t'es dit ça y est? Est-ce que tu t'es fait aider à un moment donné ou toute seule dans ton coin, tu as réussi à t'asseoir et à réfléchir sur ta vie passée, enfin du moment même, pour te dire ok stop là c'est bon, je suis trop loin, j'en peux plus. En fait, c'est terrible, mais j'ai ma collègue, mon binôme de service qui est parti 1 an avant, mais en off total. Et en fait, c'est quand je me suis vue dans le même état qu'elle au moment où elle est partie que là, je me suis dit stop. Stop. Ok, oui. Et j'avais très, très peur d'appeler mes proches, ma famille en disant j'ai tout arrêté. Stop, j'en pouvais plus. Mais en gros, mes parents m'ont un peu dit bon, de toute façon, on se demandait quand est-ce que ça arriverait, on te reconnaissait plus. Ok. Voilà. Donc oui, ils t'avaient Donc, pas alerté, mais ils avaient vu la situation. voilà. Ok. Donc, Et du coup, ils prennent l'information comment, tes proches? alors, avec 2 parents fonctionnaires, quitter la fonction publique, même si j'étais pas fonctionnaire, ça leur a fait Difficile. bizarre au début. Ils t'ont pas Euh, renié, tu vas non. toujours manger avec eux le dimanche midi, ça Oui, va? oui. Ouais, c'est bien. Oui, oui. Mais au tout début, je me souviens des repas de famille, je me souviens le 1er, je crois que c'était Pâques, le 1er repas de famille après. Personne ne parlait trop, de mon entrepreneuriat et et aujourd'hui finalement, quand il y a un épisode de podcast ou une interview radio qui sort ce sont les premiers à l'écouter. Alors coucou maman, papa et puis la grande sœur, petite sœur, la sœur, tout petite sœur. Coucou petite sœur. Au plaisir, hein, on leur fait la bise au cas où. Ils ont bien fait de te laisser partir en tout cas puisqu'aujourd'hui tu as l'air de t'épanouir dans ce métier-là et ça se voit, enfin en tout cas en visio pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on le voit et puis dans ta voix et dans ton intonation, on ressent et ça c'est plaisant et du coup on voit que tu aimes ce que tu fais. Mais avant d'en arriver là, tu as un peu galéré, mais pas très longtemps. 1 semaine, ça va pour trouver des clients, c'est plutôt pas mal. Alors, mais avant de trouver tes clients, il a fallu monter cette structure, cette entreprise. Qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce qu'à ce moment-là, tu décides de te faire accompagner par, on l'a vu avec David Bescolini qui me disait, fais-toi accompagner d'un expert comptable, d'un comptable, enfin quelqu'un qui maîtrise les codes de l'entrepreneuriat parce que le statut est important en fonction de ce que tu vas faire. Est-ce que toi, il y a quelqu'un de ton entourage ou tu as payé quelqu'un pour t'aider?
Et ben justement, au départ, je pensais pouvoir, intégrer peut-être, la BGE qui accompagne pour la création d'entreprise en me disant: «Bah, l'année, elle sert à faire mon étude de marché, à fixer mes tarifs et puis, éventuellement à me former, à faire des petites choses». 1 an, je me disais: «C'est très bien, j'ai le temps de voir venir» et du coup, vu que ça a été plus vite que prévu et ben, il a pas fallu réfléchir trop longtemps. Donc j'avais déjà avant de faire les premières démarches d'études de marché, j'avais déjà créé le nom de l'entreprise. On reviendra peut-être un peu On va dessus tout revenir, à l'heure oui, parce on que va je crois que revenir dessus. je l'ai pas encore évoqué. Donc le nom de l'entreprise avec, j'avais commencé, je crois, mes réseaux sociaux en montrant les travaux que j'avais faits avant, et des choses que j'avais faites pour des associations dans lesquelles j'étais, enfin de montrer un petit peu mon savoir-faire et oui, je pense que ça, j'avais commencé avant et j'avais commencé mon site internet aussi, par moi-même parce que je suis un peu, madame débrouille. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis avant de déléguer, donc il fallait que je le fasse par moi-même et par contre, ben, un regret qui n'en est pas un, mais j'aurais aimé quand même être un peu accompagnée comme je l'avais prévu au départ, notamment pour fixer les tarifs parce qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée, bah, du jour au lendemain à appuyer sur, la déclaration d'entreprise et puis, heu, fixer des tarifs, savoir, ce que je pouvais, mettre comme valeur en face. Donc ça a été peut-être la chose la plus difficile, de se projeter comme ça, de but en blanc. Après, je me dis, bah, c'était que ça devait se faire comme ça. Moi, j'ai assez aussi, me dire: «Bon, bah, c'est ce qui se fait». Mais vraiment, je le conseille aussi de se faire accompagner et d'avoir quelqu'un qui, a une vision externe, qui connaît aussi, d'autres entrepreneurs, qui connaît le marché, qui sait si c'est difficile en ce moment ou pas, et puis de quelqu'un qui va connaître les écueils. Donc en effet, un expert comptable ou un comptable, pour moi, c'est quelqu'un de précieux et puis des alors je crois que c'est une association, des associations comme la BGE aussi, Bureau de gestion des entreprises, c'est hyper précieux pour pouvoir se lancer, avoir des bases et puis, faire éprouver en fait son modèle économique à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Ouais, Parce que, effectivement, donc ben, hyper important, hein. au tout début, je pense qu'on a tendance à se sous-tarifer, se sous-valoriser parce qu'on a peur de pas trouver de clients, nanani nanana et puis en plus de ça, ben, en tant que chef d'entreprise, il faut prendre en compte le fait qu'on n'a plus de congés. Donc, est-ce qu'on est capable de bosser 365 jours dans l'année ou pas? Est-ce que, ce qu'on vend dépend de notre temps? Et si oui, bah, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment faire, attention à tout ça. La phase commerciale, finalement, les rendez-vous avec les prospects, c'est des rendez-vous qui sont pas, rémunérés. Si on va devoir se déplacer, les frais aussi, au niveau, URSSAF, impôts, cotisations, enfin donc c'est aussi d'avoir ce retour global et en fait dans le tarif de pouvoir inclure, ben, des périodes où on bosse pas et qui du coup, vont devoir être faites sur moins de temps dans l'année, des périodes où potentiellement on peut être malade. Enfin, est-ce qu'il faut, financer du stock? Est-ce qu'il faut il y a plein de questions en fait à se poser au début. Mais en disant ça, je veux pas non plus faire peur parce que, bah et je veux pas qu'il y ait des gens qui se disent: «Ah non, c'est trop compliqué, je veux pas y aller». Hem, Aujourd'hui en France, pour les personnes qui peuvent y prétendre, il y a le statut de micro-entreprise qui facilite quand même un petit peu les choses. Alors je dis pas que tout le monde doit aller en micro-entreprise parce que ça dépend beaucoup de la situation familiale, ça dépend si on est en produit ou en service. En produit, vu qu'il y a du stock à financer, pour moi, c'est pas intéressant puisqu'on récupère pas de TVA en micro-entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de choses, c'est si on est parent, si on a, si on est marié, si et sous quel régime. Enfin, il y a vraiment plein de choses à regarder, mais ça reste, un statut facilitant, la micro-entreprise pour se lancer, pour tester un marché. Mais peut-être aussi à garder en tête que la micro-entreprise, c'est censé être un statut temporaire pour les premières années, pour voir et puis après, ben, de garder en tête d'aller aussi vers une société parce qu'il y a plus de protection sociale, parce que, il y a des cotisations pour la retraite, enfin et selon le statut aussi de pouvoir envisager tout ça. Ouais, bah, il y a encore plein de conseils que tu nous donnes, hein. Le micro-entreprise, pourquoi pas en un premier temps pour éprouver son business model, par exemple, en prenant en compte que la TVA n'est pas remboursée, donc forcément on n'est pas prise, et ça peut être compliqué quand on est, sur du hardware, matériel, je sais plus, matériel, oui, pas du service, du coup, du produit, merci. Et du coup, toi, donc tu as créé ton entreprise, tu as choisi un statut en particulier en te disant: «Bof, on va prendre ce choix puis on verra bien», parce que,
un statut d'entreprise, si tu n'es pas un micro-entrepreneur, il faut quand même verser de l'argent pour créer cette entreprise. Alors ça va de pas grand-chose à énormément d'argent, mais après ça implique aussi tous les ans d'avoir des taxes supplémentaires, des choses comme ça. Donc du coup, tu l'as choisi toute seule ton statut? Alors moi, j'ai commencé avec le statut de la micro-entreprise où pour le Ok, moment, j'y suis facile. encore avec dans l'idée, bah là, dans peut-être l'année prochaine ou au pire dans l'année 2027, vraiment au plus tard, de passer en société, mais avec tous les bons éléments. Là, du coup, bah, avec la comptable, avec les experts juridiques, de pouvoir ce coup-ci, d'être bien entourée. J'ai commencé d'en parler un petit peu aux différents experts autour de moi, voir ce qu'en pensaient, ce qui serait le mieux selon ma situation. OK, bon, très bien. Donc, pour être relation presse, attaché de presse, on peut commencer en micro-entrepreneur. Donc, déjà, bon point, hyper intéressant. Je le rajoute dans, la caisse à outils, des tips d'Adeline, donc merci. Du coup, tu lances très rapidement tu as très rapidement tes premiers clients. 2 questions là-dessus. Tu vas chercher tes clients de quelle manière? Tu lances au hasard un petit peu, des mails par-ci par-là, tu les appelles, tu frappes à la porte, tu fais du réseautage. Alors, c'est Adrien Ramelay qui me disait le réseautage, c'est la vie en entreprenant en entreprise, où tu lances des trucs au vent et puis potentiellement quelqu'un rattrape cette affichette. Comment tu fais pour avoir ton premier client? Et beh, du coup, donc les tout premiers, ça a été ça. Ça a été mon étude de marché où en fait, il y en avait 2 qui avaient besoin là sur les 4 la 1re semaine. Donc eux, j'avais envoyé des mails, mais c'était des gens de mon premier réseau, de mon premier cercle, en fait, des gens que je connaissais déjà, avec qui j'avais bossé, pendant mes 8 ans de salariat. Et bah, après petit à petit, ça s'est fait, avec d'autres pareil du réseau en les sollicitant directement. Et en fait, je trouve que quand on crée son entreprise, nos proches, nos amis sont tellement contents qu'on crée quelque chose qu'ils vont partager, qu'ils vont parler de nous, et du coup mais ça, moi, ça a été, un bel effet boule de neige, assez vite. Alors après, je veux pas mettre des paillettes dans les yeux des gens non plus, assez vite, mais en même temps, faut du temps aussi et c'est OK qu'au début, on gagne pas énormément, que ça se fasse petit à petit. On fait pas le million dans la première semaine. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Enfin non, pardon, moi je l'ai pas fait, peut-être que d'autres le feront, mais Peut-être, non, je non, leur c'est souhaite, hein. c'est c'est aussi d'être OK avec tout ça. Ça prend du temps. Aujourd'hui, je peux dire que je suis confortable, mais ça fait 4 ans et demi. Oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain, effectivement. Et d'ailleurs, une fois que tu as eu tes clients, tu cibles chaque client en leur disant, ben, tu vois, tu fais pas un CV type, avec une lettre de motivation type, tu vois? Est-ce que tu as, défini leurs besoins, de toi et sur quel élément ou tu as fait un truc type, enfin, je sais pas comment on fait, hein? Non, j'ai plutôt personnalisé en expliquant, bah, en remettant mon parcours pour ceux qui vraiment ne le connaissaient pas et puis d'expliquer les résultats que j'avais eus pour, mes entreprises salariées quand j'étais salariée, pour mes employeurs et de montrer ce que ça pouvait apporter. Et puis, bah, le bouche à oreille, mine de rien dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que le réseau, il est capital et ça je le rejoins aussi, je rejoins Adrien, je suis entièrement d'accord, le réseau c'est hyper précieux et quand on commence, on peut avoir tendance à se dire: «Ah j'ai pas de réseau» parce qu'en fait on change de domaine ou si, on a toujours du réseau comme on le disait tout à l'heure, mais votre voisin ou je sais pas, quand vous emmenez vos enfants à la crèche, les autres parents ou mais n'importe qui peut devenir votre client. Votre ancien employeur peut devenir votre client aussi. Donc Oui, on tout l'a vu ça avec Laurie, hein, d'ailleurs, hein. oui, c'est vrai. Oui, 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 tout à fait. Donc Laurie, son premier client, c'est son employeur, son ex-employeur. Donc ouais, effectivement, faut pas avoir peur d'aller chercher, poser des questions et échanger. Alors, faut passer la barre de la timidité, ce qui est mon cas à la base. Faut y arriver, faut trouver des éléments de langage, qui nous permettent de franchir certaines barrières. Mais effectivement, c'est une bonne solution. Encore un outil supplémentaire à rajouter dans ta boîte à outils. Merci, c'est cool. Mais une fois que tu as tout ça, c'est bon, tu as tes clients. Enfin, avant d'avoir tes clients, tu leur as sûrement parlé de tarifs. Et tu l'as dit tout à l'heure, fixer ses tarifs, c'est pas très simple. Alors je vais être méchant exprès, hein, tu m'excuseras, parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est comme moi avec le podcast, c'est du vent. Comment on vend du vent?
Alors là, en effet, c'est méchant. Non, non, Je sais, je sais. non, 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 mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire par là. Alors, déjà, en fait, je pense que la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. Et ça, je pense que c'est un pilier essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est de se connaître parce qu'on va connaître à la fois nos limites, mais surtout on va connaître nos forces, tout ce qui nous a constitué, comme je disais, dans nos expériences salariées. Vraiment, ça c'est une ressource précieuse. Toutes les personnes qu'on connaît, parce qu'en fait finalement c'est une sorte de capital qu'on se fait, les gens qu'on connaît. Donc c'est aussi tout ça, les compétences, les connaissances. Donc, en se connaissant, on sait aussi ce qu'on va apporter aux entreprises. Donc, peut-être que certains ont l'impression que solliciter les journalistes, c'est du vent. J'entends. Mais avoir une publicité dans un média, sans mentir, allez, on va dire entre 1 500 et 6 000 euros pour une pub dans un média. Et encore, si c'est à la C'est télé, piqué. quelques secondes, c'est même encore plus que ça. Donc, si on paye une publicité, il y a un tarif qui est énorme pour un média. Parce qu'on Mmh. va pas non plus avoir sans doute un budget pour passer dans 20 médias. Alors que en faisant les relations presse, vu que le but c'est pas de la publicité mais de décrocher de l'éditorial, en fait d'aller sur la crédibilité du journaliste, c'est lui qui va s'emparer du sujet. Alors certes, il faut accepter que c'est pas avec nos mots, que c'est pas du marketing, que c'est lui qui s'approprie le sujet comme il le veut en fonction de la ligne éditoriale de son média. Mais en même temps, avec une campagne de relations presse, par exemple, on va pouvoir aller toucher, allez, sur une campagne traditionnelle, 10-15 médias, par exemple. Et puis, sur des campagnes qui, d'un coup, explosent, on peut aller, je sais pas, à 50, peut-être 60 parutions d'un coup. Et en fait, c'est de se dire que c'est pas que du vent, puisque du coup, si on avait dû le payer, cet encart dans le média, on aurait dû mettre beaucoup plus. Donc ça, c'est tangible. Et le média, il est vu par une audience 1000, 3000, 8000 personnes, 1 million de personnes à un instant T. Donc ça veut dire aussi qu'on a été attraper une audience énorme. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut valoriser dans le tarif en tant qu'attaché de presse. Et moi, en plus, au niveau des attachés de presse, on est régi par un code de déontologie. On ne peut pas promettre de résultats. Bien sûr, c'est le journaliste qui reste maître de sa ligne éditoriale. Donc, on a beau faire tout ce qu'on peut, des fois, on n'a pas de bol. Il y a un événement international, quelque chose qui nous tombe au hasard, une dissolution du gouvernement. Voilà. Des sujets comme ça Effectivement. qui vont accaparer l'attention des médias et où d'autres sujets, du coup, vont être un peu moins vus à ce moment-là. Mais des fois, on n'a pas choisi, ça tombe, la campagne a été envoyée le matin et le midi, il y a un gros truc qui tombe. On se dit, ah, ça va être un peu compliqué, on va sortir les rames. Donc, on a beau faire des fois ce qu'on veut, on peut pas promettre de résultats. Hein. Donc, il y a ce côté-là aussi où, en général, les attachés de presse, on bosse au forfait, soit forfait campagne presse, soit un forfait d'abonnement mensuel ou annuel ou selon les différents modèles économiques des attachés de presse. Donc ça encadre un petit peu aussi finalement quand on a déjà des prérogatives comme celle-ci. Je pouvais pas me tarifer à l'heure. Donc ça, c'était aussi pas mal parce que à l'heure, je trouve que c'est toujours un peu piégeux. On va sous-tarifer son tarif horaire, que là, un forfait, c'est aussi le package global. Mais bon, comme tout le monde, hein, au début, je me suis sous-tarifée aussi. Les campagnes, elles me disaient « Ah oui, vu le nombre d'heures que j'ai passé, là, la rentabilité, on n'y est pas tout à fait. » Donc ça se fait aussi petit à petit, mais en se faisant accompagner, parce que vu que j'ai pas été accompagnée au départ, contrairement à ce que je pensais, j'ai fait mes armes par moi-même au niveau des prix, mais pour tous ceux qui sont accompagnés dès le départ, toute cette phase-là d'augmentation des tarifs petit à petit pour coller au marché et coller à la réalité, la rentabilité interne à votre entreprise, ça ira beaucoup plus vite en étant accompagné. Ouais, et il y a des barèmes officiels, où c'est vraiment, en fonction de l'attaché de presse qui est plus ou moins connu, référence sur son domaine d'activité, ou comme un salarié, on sait qu'il est payé X euros de l'heure, c'est la norme, la moyenne, le SMIC en l'occurrence, ou c'est pas du tout et c'est vraiment chacun fait comme il l'entend?
Alors, en effet, il y a pas de on a un code de déontologie, mais pour autant, les tarifs sont pas réglementés. Chacun fait OK. comme il le veut. Et puis, ça augmente un petit peu avec l'expérience parce que, ben, sûr, mais il y a quand même des journalistes, comme je disais, que je connais depuis 2013, depuis 12 ans. Ben, c'est quand même un actif énorme parce que c'est aussi des journalistes qui savent que je vais pas leur proposer n'importe quoi, qui potentiellement vont me suivre sur un sujet. Alors, je dis pas, c'est pas parce qu'on se connaît qu'ils vont forcément me suivre, mais Surtout quand bien. même, ils savent que le sujet que j'ai proposé, ça sort pas de nulle part, que j'ai vérifié aussi les choses, qu'il y a une vraie valeur derrière et que s'ils me le prennent pas, je vais pas non plus leur dire ah ouais t'as pris nanani nanana parce que c'est ça aussi en tant qu'attaché de presse, c'est Bien sûr. d'accepter le non. Bah, tiens, en parlant de nom, mais cette fois NOM, on va rebondir sur ton nom d'entreprise parce qu'il m'a beaucoup fait sourire. Alors j'avais mis dans le conducteur et tu me l'as retagué, retaillé? Comment on dit? Bah, bref, tu me l'as, remisé en me disant: «Non, c'est pas tout à fait comme ça que je l'avais vu». Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton entreprise et qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu as un jeu de mots clairement dedans, au fond. Et est-ce que ça, alors moi j'avais mis, est-ce que ça représente quelque chose pour le relation presse? Toi, tu me dis c'est plus par rapport à toi, mais comment on cherche un nom pour qu'il ait un impact, parce que c'est important. Et le nom, tu as cité, je crois, Steve Jobs tout à l'heure avec Apple, et j'ai souvent là, c'est l'une des références que je cite souvent. Le nom ne fait pas le succès, mais le succès fait le nom. Qui aurait acheté un jour un téléphone qui s'appelle Pomme? Personne. Par contre, aujourd'hui, tout le monde achète Apple. Enfin, tout le monde, tous ceux qui sont fans de la marque. Comment ton nom est venu? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il a une importance pour toi quand tu arrives avec fierté, j'imagine, avec ce nom? Et on le voit sur ton blaze, sur ta chemise, on voit le nom finalement de ton entreprise très rapidement. Tout à fait. Alors j'ai choisi comme nom d'entreprise Ocom3Com pour plein de raisons. En fait, donc vu que j'avais cette spécialité au départ plutôt agricole, je me disais bah, je vais servir les gens que je connais et pour lesquels je me suis formée dans mes études aussi. Je me suis dit la pomme, il y a le côté verger, le côté fruit, on produit, ça vient de la, enfin de la terre, ça vient de l'arbre, mais enfin c'est vraiment le côté agricole, production. La pomme au niveau agroalimentaire, on peut en faire plein de choses. Il y avait tout ça. Et je me suis dit communication, la com avec pomme, je me suis dit je vais pouvoir faire plein de jeux de mots. J'ai une de mes offres qui s'appelle Com d'Api. Bon voilà, je me suis amusée. euh, et en fait, je pouvais le décliner de plein de façons différentes. Et en plus de ça, quand on me rencontre, les gens rigolent beaucoup parce que bah, le nom de mon entreprise colle à mon physique parce que O comme 3 pommes, c'est écrit sur ma carte d'identité. Dans la Ok, taille. d'accord, effectivement. Donc, en plus, j'ai fait d'une particularité physique une force. Et au moins, bah, les gens qui ont envie d'en rigoler parce que bah, depuis l'adolescence, quand ma courbe de croissance n'a pas été plus haut qu'1,50 m, les gens en rigolent. Mais du coup, bah, c'est une force énorme parce qu'en fait, ils se disent, bah oui, mais du coup, elle aussi, elle en rigole. Et Ouais. ce jeu de mots Et parle beaucoup, donc ça me fait sourire. Les gens même des fois disent «O comme 3 pommes» au lieu de «O comme 3 com». Et en fait après ils se rattrapent, «Oh mince, on s'est trompé, oh désolé», mais c'est pas grave, c'est que le jeu de mots fonctionne et du coup j'adore, c'est génial. Et puis, bah, du coup, j'ai fait toute mon identité visuelle. En effet, mon logo, c'est une pomme, et puis j'ai toujours ma petite broche, qui a été faite, par une petite artisane, de Dijon qui fabrique des petites broches, donc voilà. Et en plus de ça, bah, en fait, je me suis rendu compte, c'est très drôle, mais au fur et à mesure, il y a plein de choses qui me reviennent de mon histoire personnelle avec les pommes et donc je me dis: «Ça fait pleinement sens». Bah, pendant mes études, en fait, on avait des modules, optionnels et il y a un module que j'avais pris, dans mes options qui était l'option verger, où on faisait de la taille d'arbres, on faisait, des greffes, on faisait la récolte, enfin, donc je me dis: «Bon, il y a pas de hasard». Tout récemment là, on était en famille et bah, en rouvrant, des armoires, des placards, des boîtes, je suis tombée sur ma première boîte à bijoux et ma première bague était une bague avec une pomme. Donc quand j'ai montré ça à tout le monde, ils m'ont dit: «Ah oui, quand même!» Ils m'ont dit: «On s'en ah, souvenait c'est pas de cette bague, mais prédestiné. c'est drôle». Et un truc un peu marrant, c'est qu'un coup, on était partis en famille en vélo et j'avais un coffre sur mon porte-bagages
coffre que j'avais rempli de pommes. Je ne sais pas Bon. pourquoi, mais en tout cas, quand je suis tombée, les pommes se sont mises à rouler partout sur la route. Mes parents se demandaient d'où sortaient ces pommes. Il fallait me ramasser et en même temps courir après les pommes qui étaient au milieu de la route et qui pouvaient créer un accident aussi. Voilà. Et qu'ils ne Ok, manquent pas de me rappeler. donc voilà, tout se dessinait progressivement depuis toute petite, et ça c'est exceptionnel hein, d'avancer comme ça. Moi, je l'avais vu sous un autre angle. Tu donnes de la hauteur aux personnes également, comme trois pommes ou trois coms, tu vois. Donner de la hauteur à la personne que tu représentes en tant qu'attaché de presse. C'est pour ça que j'avais dirigé cette discussion autour de ça. Et je me suis dit, mais c'est tellement évident, c'est qu'on met les pommes les unes sur les autres pour donner de la hauteur. Et au final, elle est visible. Donc voilà, c'est intéressant. On a une lecture différente et tout le monde aura une lecture différente, j'imagine, de ton nom. Et c'est là aussi qu'il est sympa Et je vais ton nom t'embaucher pour d'entreprise. faire le storytelling de mon entreprise. Du coup. Non, c'est génial. J'avoue que je n'y Alors, avais pas pensé comme ça, donc je trouve ça très très chouette d'avoir aussi ta vision. Et il y a le côté aussi, je pense, tu sais, un peu ou comme 3 comme justement, il y a déjà le côté un petit peu humour parce que, bah, j'aime bien quand même toujours avoir, en étant sérieux, en ayant, aussi une petite pointe d'humour régulièrement et puis ce côté authenticité, je pense, finalement qui transparaît par le nom de l'entreprise, je pense que ça fait aussi et tout à l'heure, tu disais la le lien entre la réussite et le nom et la réussite, mais en fait, moi, c'est incroyable, je pensais pas qu'il y aurait un tel impact, mais les gens s'en souviennent. Mais j'ai même des cousins qui m'appellent plus Adeline, qui m'appellent Ocom 3 Com. Non, en fait, tu m'appelles toujours Adeline. en fait, j'ai pas changé de prénom, les gars. Mais ouais, mais effectivement. Et tu vois, plus tu parles de nom d'entreprise, on est dans un monde où Internet est très très présent, où la communication est virtuelle énormément, et finalement, ça peut être trois commentaires, ça peut être beaucoup de choses en fait. Je vais me lancer dans la pub. Il me manque la coke et là, mais je vais y arriver. Mais voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que le nom d'entreprise me semble important, même si j'ai fait Renacast. Je sais plus si je t'avais expliqué comment j'ai sorti le nom de Renacast. J'ai mis une semaine parce que j'ai donné des deadlines sur tout ce que j'ai fait. En une semaine, il fallait qu'il soit créé. Peu importe ce qui se passe, à la fin, il sera créé dimanche soir, minuit, c'est terminé. On commence le lundi matin, on finit le dimanche soir. J'ai traité, j'ai réfléchi et tu vois, Apple, Steve Jobs est arrivé au mercredi après-midi en me disant oh, enfin, on s'en fout de ton nom en fait. Fais en sorte que tu réussisses et ton nom deviendra une marque. Et du coup, je me suis dit je me prends trop la tête. J'ai fait plein d'essais et puis l'intelligence artificielle m'a beaucoup aidé à diriger mes idées. Et puis j'ai réussi au fur et à mesure de mes discussions avec mes nombreux aides artificielles à trouver Renacast. Et aujourd'hui, il ne veut rien dire, mais peut-être que demain, il sera une référence et j'en serai très heureux. Et là, je trouverai des significations à ce moment-là, t'inquiète pas. Alors, c'est marrant parce que moi, le RENA, j'entendais renaître, renouveau, en fait, après le salariat, C'est ça. on devient entrepreneur. Oui, le côté renouveau. Et puis, bah, cast pour le podcast, tu vois, je l'entendais comme ça, du coup, le nom. Donc c'est comme ça aussi le regard que j'avais. Et puis, dis pas qu'il est pas connu parce que tu vois, je suis tombée sur ton podcast et je suis venue à toi. Donc, il est déjà connu. En Effectivement. fait, les gens, Bah, non, il est mais ça veut dire au moins d'une personne. quoi? C'est le début du succès et pas n'importe laquelle. Je m'auto-écouterai si tu veux. OK. Bah, écoute, plus j'ai d'écoute, mieux c'est, hein. Bah, bien sûr. Non, mais c'est top. Donc, le nom important, mais à réfléchir, peut-être pas passer 9 ans dessus, parce qu'à un moment, c'est le produit qui prévaut et le produit, le nom ira et le succès ne sera pas lié au nom, sauf si vraiment, le nom est très, très mauvais. Il faudra peut-être le changer à ce moment-là, mais c'est pas très grave. Et ça, tu fais très bien de le dire. Pardon, tu fais très bien de le dire Non, parce vas-y. qu'en fait, quand on commence, on peut avoir tendance à trop se mettre sur des petits détails, qui seront pas significatifs, comme tu le dis pour le nom de l'entreprise ou qui vont pas ramener, de l'argent tout de suite. Parce que, ben, c'est quand même le nerf de la guerre aussi, en effet, comment on commence à facturer ou en tout cas, au bout de combien de temps on peut commencer à facturer? Qu'est-ce qu'on facture? Ça fait partie des choses importantes et de se faire connaître, d'aller prospecter et peut-être faire des réseaux sociaux, des relations presse ou tout autre, moyen de communication, de la publicité ou je sais pas. C'est aussi d'aller être proactif dans la démarche,
Donc tu as raison de dire ça et peut-être que ça peut aider certains aussi parce que la réflexion, on peut se dire: «Bah, je vais donner mon nom, mon prénom aussi» et moi, je ne voulais Oui. pas ça parce que, déjà en tant que femme, je me dis: «Mon nom peut changer si je me marie un jour». Mais en plus de ça, ça me permettait de dissocier la personne physique de la personne morale. C'est moi, Oui. mais sans être moi. Si un prospect me dit non, et ben, il dit pas non à mon intériorité, à mon moi, Adeline. Il dit non à l'entreprise, à la prestation, à un instant T, parce que peut-être que ce sera oui dans 6 mois et ça, c'était aussi pour moi une façon de me dissocier de mon nom personnel et pareil de me dire aussi le jour où j'aurai des salariés, ça c'est difficile de s'identifier au nom prénom d'une personne si le nom d'entreprise est le nom prénom d'une personne. Ouais, effectivement, j'ai en tête Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux. C'est difficile de passer après lui puisque Hugo, c'est lui, c'est son prénom. Donc la chaîne, le groupe s'appelle toujours Hugo Décrypte, mais c'est pas forcément lui qui présente. Et j'imagine que la bascule a été très très compliquée à faire, au moins en tout cas pour ceux qui l'écoutent et qui le regardent. On aime pas, peu importe, hein, c'est pas la question, mais c'est vraiment le nom à réfléchir. Certains vont dire que c'est intéressant puisque tu personnalises l'entreprise, le contact, tu rends un visage à ton entreprise, mais si l'entreprise tu t'en sépares, tu pourras pas la séparer de ton nom. Si tu l'as mis à ton nom prénom, si tu la vends, l'autre aura obligatoirement ton nom. Donc c'est un peu compliqué. Top, encore un bon truc à mettre dans notre escarcelle. On continue un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses et je vois qu'il y a déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Du coup, je vais essayer d'aller chercher les trucs les plus intéressants pour ceux qui nous écoutent, ou en tout cas ce qui peut nous inspirer. Est-ce que dans ton le conseil que tu peux donner en tant que relation presse à quelqu'un comme moi, par exemple, qui a envie de se lancer et qui ne sait pas comment communiquer sur les différents, enfin, avec les journalistes, avec les différents réseaux. Est-ce que tu aurais 3, 4 astuces à me donner, et 5, 6, 10, hein, autant que tu veux, pour aller taper aux bonnes portes ou le faire d'une manière la plus naturelle possible sans être trop, comment dire, euh, engageant? Oui, alors la 1re chose, c'est de savoir, ce sur quoi on peut prendre la parole. Donc c'est d'aller, faire un petit travail exploratoire, de se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau sur mon entreprise? Comment je me différencie sur mon marché?» et puis d'essayer de trouver plusieurs façons d'en parler. Donc en fait, on appelle ça un angle, la façon d'en parler et l'angle, ça veut dire du point de vue de qui ou de quoi on se place. Est-ce que c'est, la création d'une entreprise? Est-ce que c'est, sous l'angle du produit, sous l'angle, de l'éco-conception? Est-ce que c'est sous un angle sociétal? Qu'est-ce qu'on apporte, comme bienfait, comme bien fondé, aux personnes? Comment on améliore le monde? D'avoir vraiment une liste d'idées sur lesquelles on peut intervenir. De se dire aussi dans les personnes qui vous ressemblent, alors soit vos concurrents, soit aussi d'autres entrepreneurs qui, comme toi par exemple, auraient un podcast, d'autres entrepreneurs qui auraient des valeurs similaires, enfin d'aller identifier les personnes qui vous inspirent et de se dire sur quels médias ces personnes-là, elles sont passées. Donc on va aller, faire un petit travail de recherche. Souvent, c'est quand même sur le site internet et les réseaux sociaux des gens. Les parutions, en général, les gens les repartagent. Donc d'aller voir peut-être dans votre application de podcast, taper le nom des personnes que vous admirez, voir où eux sont passés. D'aller peut-être écouter les podcasts sur lesquels ils sont passés, lire les articles sur lesquels ils sont passés, les interviews, regarder les interviews sur lesquelles ils ont été et de se dire: «Tiens, cette personne, elle a parlé de tel sujet sur tel podcast. Est-ce que ce même podcast, moi, je peux dire quelque chose de différent mais approchant, d'avoir une autre façon de traiter, le même sujet ou d'avoir un autre sujet intéressant pour ce média-là?» Alors je cite beaucoup le podcast là dans mes exemples parce que je pense que le podcast, c'est quelque chose d'humain, c'est un média qui va être peut-être plus accessible pour faire ses premiers pas, vers les médias tout seul. Avec un attaché de presse, c'est différent, mais quand on ne connaît pas un média, il y a souvent une notion d'accessibilité. Les gens sont sur les réseaux sociaux, les podcasteurs, on peut aussi, les solliciter facilement. En général, enfin, tu me diras Nicolas ce que tu en penses, mais vous aimez les podcasteurs échanger avec les gens qui viennent aussi, proposer une info,
construites et qui ont pris le temps d'écouter avant en disant bah tiens là ça peut être sous telle forme ou telle forme. Ouais, effectivement, hein, c'est plus intéressant déjà que tu connaisses le cheminement du podcast, la tonalité, la direction qu'on prend, parce qu'évidemment tu pourrais venir, en vendant tes produits, par exemple sur Renacast en disant: «Hey, venez chez moi», et tu le sais, c'est pas l'objectif de Renacast, c'est d'inspirer les autres et de donner des tips, en l'occurrence comme tu viens de le faire, et ça c'est hyper intéressant parce que j'aimerais écouter moi un podcast, qui me donne des astuces, pour grandir. Et puis bon, je le cache pas, c'est un peu égoïste, je vous vole vos astuces, hein, tout le monde, hein, tous ceux que j'interviens avec qui j'interviens, donc pour ensuite de grandir, devenir une meilleure version de moi-même, et puis peut-être déclencher chez moi d'autres actions, d'autres réflexions. Je trouve ça plutôt intéressant d'ailleurs. Je vais en faire un livre un jour peut-être, qui sait. Est-ce que tu en as une ou deux autres, ou ouais, ah oui, j'imagine que tu en as une tonne. Et puis, ça peut être éventuellement aussi donc ces personnes-là, les podcasteurs vont arriver, comme on disait, avec une proposition aussi et donc ça, c'est bien d'être un peu organisé, d'avoir quand même un tableau de suivi où on va dire: «Bah, j'ai contacté tel podcast, via tel moyen à telle date, la personne m'a pas répondu. Bon allez, je me permets de la relancer, 15 jours, 3 semaines après, en voyant un petit peu ce que ça donne» et puis il y a aussi peut-être un média qui va dire: bah, là ma saison elle est finie, on se recontacte dans 3 mois» et donc en fait, bah, de se mettre aussi un petit rappel dans 3 mois pour pas oublier parce que sinon c'est une opportunité, à côté de laquelle vous allez passer donc ce serait dommage s'il y avait un intérêt de l'oublier d'ici 3 mois. Et l'autre action après les podcasts aussi, donc avec le même processus en sélectionnant les médias pertinents, ce serait peut-être la presse locale autour de chez vous, sur le département, autour de chez vous. Bah, quels médias, vous lisez? Quels médias existent? Alors souvent sur tous les départements, il y a un France Bleu et puis il y a des médias, papier, alors ça peut être, La République du Centre, ça peut être, le Journal du Centre, l'Union républicaine, l'Est républicain, Ouest France, enfin partout, il y a un journal papier et une radio au minimum, qui sont là, qui aiment aussi recevoir des infos sur ce qui se passe sur les territoires puisque eux, c'est leur ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qui se passe, à la fois, économiquement, socialement sur un territoire et de pouvoir les solliciter. Alors, vous aurez pas forcément leurs adresses mail sans acheter une base de données, des milliers d'euros, donc c'est pas le but pour commencer. Donc vous pouvez appeler dans les rédactions, dire: «Bah, moi, voilà, je viens de créer mon entreprise ou en tout cas, je suis entrepreneur, je fais ça sur tel secteur, on n'a pas encore parlé de moi, peut-être que ça peut intéresser un des journalistes. Est-ce que, vous seriez intéressé pour que je vous envoie quelques informations, par mail? Si oui, bah, à quelle personne je l'adresse? À quelle adresse mail je l'envoie?» Donc ça, c'est un premier contact. Comme ça, vous savez aussi, directement au téléphone, ce que la radio ou le média en pense. Et ce qui peut être sympa, c'est si vous arrivez à formaliser peut-être un mini communiqué de presse, en fait. Un communiqué de presse, ça va ressembler un petit peu à un article. En fait, c'est une sorte de pré-article que le journaliste va pouvoir utiliser soit, pour poser ses questions pour l'interview, soit il va pouvoir s'en servir en l'état pour faire éventuellement, un article ou une chronique et ce communiqué de presse-là, il doit être assez synthétique, 1 page à peu près, pour que vous soyez sûr de ne donner qu'une seule idée. En fait, dans le communiqué de presse, n'essayez pas de dire tout ce que vous faites, essayez de synthétiser sur une idée et une idée qui serait pertinente avec, ce que le média, publie habituellement. Donc, habituez-vous à écouter la radio locale et habituez-vous à acheter le journal tous les matins, puis à regarder un petit peu comment je vous disais, comme d'autres entreprises, comment on en parle, sous quelle forme pour pouvoir vous aussi proposer aux médias en disant: «Bah, tiens, moi aussi je peux, parler de tel et tel sujet» et dans le communiqué de presse, l'idée c'est de dire, les questions journalistiques, donc le fameux QQ au QCP: qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que ça aura lieu? À quel endroit vous êtes? Pourquoi vous le faites? D'avoir en fait finalement une sorte de petite brief comme on pourrait avoir. L'idée c'est d'essayer de, faire comme si vous preniez du recul sur votre entreprise, comme si c'était pas vous qui en parliez. Éventuellement, si vous arrivez à parler à la troisième personne, ce serait même encore mieux parce que pour les médias, c'est le plus simple quand c'est comme ça, de rester assez neutre en fait. On n'utilise pas des superlatifs, on essaye de, rester assez factuel,
Et après, c'est le même processus que pour les podcasteurs. On fait un petit tableau de suivi. J'ai contacté telle radio locale par téléphone. Ils m'ont dit de mettre un mail à telle personne. J'ai pas eu de retour. Bon, peut-être que je les rappelle 15 jours après, ou d'avoir un petit suivi, et aussi de pas se vexer si le sujet est pas pris. Peut-être que la première fois que vous ferez ces envois-là, cette démarche-là, le sujet, il sera peut-être pas pris. Mais si régulièrement, quand il y a quelque chose qui se passe sur votre entreprise, vous pensez aussi à en parler à ces journalistes-là, et bien peut-être qu'au bout d'un moment, ils vous auront identifié comme expert sur ce sujet-là, et quand ils auront besoin, ou quand il y aura une actualité un petit peu moins dense, et ben ils vous rappelleront. Et en fait, c'est à force aussi de les avoir sollicités que ça pourra peut-être donner aussi quelque chose. Top, plein de conseils hyper intéressants et actionnables quasi immédiatement en fait, hein, puisque alors il faut faire une introspection sur son activité, sur soi-même. Je vais enlever mes je vais mettre il, je vais mettre un peu moins de superlatifs dans mes dans mes communiqués de presse. J'essaye de pas en mettre de trop, mais bon, je suis là pour être inspirant à ce qui paraît, donc du coup j'aime bien en mettre. Mais ok, plein de trucs. Me vient en tête. Une question, tu parles de suivi, un tableau de suivi, c'est quoi? C'est un Excel, c'est un Notion? Est-ce que tu as un outil? Est-ce que tu as 3 outils dans ta caisse à outils de communiqué de presse, de RP, je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui, qui sont pour toi les outils que tu peux pas mettre de côté parce que sans ça, tu es perdu? Alors, pour vous, au quotidien, pour commencer les relations presse, éventuellement par vous-même, un tableau Excel, ça fait tout à fait le travail. Le seul truc du tableau Excel, soit vous mettez une automatisation si vous êtes fort en automatisation, soit vous pensez bien à vous mettre un petit rappel sur votre téléphone si il y a des médias à relancer. Peut-être si vous faites 3 envois à telle date, et ben allez, 3 semaines après, vous mettez un petit rappel pour les relancer. Et si un média vous a dit, on se recontacte dans 3 mois quand la prochaine saison de mon podcast recommence, pareil, ça de bien se mettre des rappels. Donc, le Excel basique, ça va très bien. Après Notion, si vous maîtrisez Notion, une base de données, c'est génial parce que vous allez pouvoir le connecter après, faire une entrée avec tous les journalistes, une entrée peut-être avec toutes les dates de contact, et une entrée avec les réponses. Par exemple, comme ça, vous voyez l'état aussi des réponses positives. Comme ça, vous pouvez faire en fait votre revue de presse. Donc, en fait, tous les articles, toutes les parutions, toutes les interviews qui vont parler de vous. Donc, ça peut être un outil intéressant si vous maîtrisez Notion. Après, de mon côté, moi, j'utilise Airtable. Alors, c'est une sorte d'équivalent de Notion. C'est une base de données. Et pourquoi j'utilise ça? C'est parce qu'en fait, je me fais ma propre base de données journalistique depuis des années. Et je pourrais payer une base de données existante en ligne, mais il y a 2 choses qui me gênent. C'est pas mis à jour régulièrement, et dans les Ouais. rédactions, ça va très vite. Un journaliste en remplace un autre, et en fait, c'est un métier où des journalistes peuvent bouger beaucoup. Il y a des journalistes qui sont dans une rédaction depuis 40 ans, mais il y en a d'autres où ça va quand même assez vite, les changements. Donc du coup, moi, je me la crée moi-même pour cette raison-là. Et en plus de ça, ça m'oblige à être en veille permanente tout le temps de ce qui sort, de ce qui va, les nouveaux médias, justement les changements dans les rédactions, et de pouvoir être plus proche aussi des journalistes, parce que c'est pas quelque chose de froid et un média que je connaissais pas du tout, dont j'ai jamais entendu parler et qui tombe dans ma base de données et à qui j'envoie. Là, au moins, je sais que j'ai fait la démarche d'aller acheter le média ou aller sur le site internet du média, écouter le podcast. Tu vois, comme j'avais fait avec toi, Nicolas, j'avais écouté, il y avait 2 épisodes, je crois, de sortie quand je t'ai contacté, pour arriver à toi en te disant, peut-être que ma cliente. Et du Effectivement. coup, d'avoir cette imprégnation-là, c'est pour ça que je construis ma base de données toute seule. Donc Airtable, en fait, ça me permet d'avoir ma base de suivi des journalistes. Et dedans, en effet, j'écris que pour tel client, j'ai appelé tel journaliste à telle date. Pareil, je me mets des rappels en fait en me disant, bon allez, 15 jours, 3 semaines après, éventuellement je les relance. Ou quelqu'un qui me dit plus tard, pareil, je me remets un rappel. Et en fait, Airtable, je fais tout le suivi de toutes les parutions, toutes les réponses positives aussi pour les clients, pour faire à la fois le suivi pour le client. Je lui donne accès à une interface de suivi directement dans Airtable. Comme ça, le client voit tout ce qui a été fait, puisque, je le rappelle, on est soumis donc à obligation de moyens et pas de résultats. Donc au moins, le client voit tout ce que j'ai fait.
C'est un suivi transparent et voit aussi toutes les parutions en se disant tiens, il y a eu 15 parutions pour la campagne presse ou il y en a eu beaucoup plus. Et, et en fait, ça me permet aussi de constituer mon portfolio parce que du coup, ma base de données, elle est reliée directement à mon site internet pour que ça puisse servir en fait de portfolio. Parce qu'en tant qu'attaché de presse, ce qui est important, c'est que les gens ils sachent aussi quel type de médias j'arrive à convaincre, avec quels clients j'ai déjà travaillé, pour que ça puisse, ça donne une confiance aussi de se dire ah bah oui, je suis, je sais pas, dans l'immobilier, elle en a déjà fait, et c'est bien, c'est qu'elle connaît les médias et qu'ils lui font confiance et qu'on peut y aller. Donc voilà le pourquoi Airtable. Je peux dire aussi, peut-être moi de mon côté en tant qu'attaché de presse, un outil de veille. Donc en fait, ça va être par mots-clés, ça fait remonter toutes les parutions qu'il y a eu dans les médias, sur Internet, sur par exemple le nom de l'entreprise. Alors de façon gratuite, vous avez Google Alert, par exemple, que vous pouvez essayer dans les outils de veille où vous mettez le nom de votre entreprise et puis ça vous envoie une notification à chaque fois que vous remontez quelque part sur le net. Donc ça vous permet peut-être de suivre aussi un peu plus. Tu me disais un troisième outil, le téléphone et la boîte mail. Du coup, pour C'est toujours important, effectivement. garder le lien, une bonne connexion Non, mais c'est Internet. ça, on est plutôt tributaire de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, mais bon, on a déjà pas mal. Google Alert, c'est la première fois qu'on me le cite, mais effectivement, un super bon produit. Airtable, pareil, c'est la première fois qu'on me le cite, mais un très bon outil également. Donc, merci, je les prends. On va pas tarder à clôturer ton épisode, Adeline. Mais avant ça, j'aimerais savoir si tu as pour nos auditeurs des éléments inspirants qui t'aident au quotidien à progresser dans ton travail ou dans ta vie, des livres, des médias que tu aimerais mettre en avant, des podcasts, puisque tu parles du podcast, pour que eux arrivent à construire leur propre direction, leur propre vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Ouais. Il y a un livre pro qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre Entreprendre en conscience de Marie-Ève Lessine. Alors, elle est au Canada, donc je ne sais pas si on peut l'avoir facilement en France parce qu'en fait, moi, je l'avais eu, son livre, pendant un sommet d'entrepreneurs en ligne et en fait, elle avait accepté de faire quelques envois en France. Mais ce livre, Entreprendre en conscience, c'est être conscient à la fois de soi-même parce qu'on dégage quelque chose aussi. On est là, on a une présence quand on va faire un suivi commercial, par exemple. Et entreprendre en conscience aussi de se dire, mon entreprise, elle a un impact sur les gens autour, sur les clients et un impact peut-être sur le monde aussi. Je me Bien sûr. souviens d'une collègue communicante qui disait: «Ah mais j'ai l'impression qu'en fait mon métier il a pas de sens, parce que oui, j'aide les gens sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression de pas apporter autant au monde que les entreprises que j'accompagne». Mais du coup, ce que je lui disais, c'est: «Tu te rends compte que si les entreprises que tu accompagnes, elles ont de l'impact, c'est aussi grâce à toi parce que tu les accompagnes sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, peut-être que toutes seules, elles auraient pas le temps ou elles le feraient pas aussi bien». Et du coup, je dis: «Forcément, toi, tu as de l'impact puisque tu as choisi aussi ces clients-là». Donc finalement, c'est d'avoir conscience de tout et puis, comme on le disait tout à l'heure, conscience de nos ressources. On a une infinité de ressources, que ce soit en compétences, que ce soit en réseau, mais on le dira jamais assez. Tout le monde peut devenir votre client et voilà, j'ai eu le cas d'une ancienne voisine. Moi, je me suis dit, mais complètement improbable, génial. Et Effectivement. c'est en parlant, c'est quand même fou de se dire, tout le monde connaît quelqu'un. Ça, c'est pareil, on est, je sais plus, à 4 ou 5 connexions, du C'est président des ça. États-Unis. Je sais plus, il y a le chiffre exact, je suis désolée. Il y en avait eu 7 et maintenant on est à 3 maintenant grâce aux réseaux sociaux en tout cas. C'est top. Je mettrai le livre si j'arrive à le trouver dans les notes de l'émission pour que tout le monde puisse le procurer également. Je veux Et bien le montrer, mais il va être en inversé à l'écran. ouais, bah vas-y. Effectivement. Ah bah non, on le voit bien, tu vois. Entreprendre en pleine conscience. Ok, en conscience. Ok, top, je prends. Je le mettrai dans les notes de l'émission. Je vais le trouver. Ah, il doit être sûrement sur Amazon ou un truc comme ça. On ira voir. Et puis au pire, on appellera l'autrice.
Et puis on fera un interview. 2 dernières questions, si tu le veux bien. Alors j'en ai une que je pose pas souvent, mais je me suis dit que ça t'allait bien. Si ton parcours devenait un roman justement, quel en serait le titre ou la prochaine étape? Hem, alors ça, j'avoue que c'est une belle question d'introspection. Hem, sur le livre, en fait, c'est l'aventure de toute une vie parce que, j'aime bien ce côté aventure parce que chaque jour est différent. L'entrepreneuriat, c'est aussi à la fois une aventure, à la fois un jeu. On explore des territoires, qu'on ne soupçonnait pas chez nous non plus, à la fois en termes de compétences et à la fois en termes de développement personnel. La première année, j'ai eu l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. Non, mais c'est hyper précieux, enfin, pour vraiment, comme je le disais, apprendre à se connaître, pour, hem, rentrer à l'intérieur de soi et puis, travailler certaines choses aussi, peut-être ça peut être chez certains le rapport à l'argent, le rapport à l'autre, ça peut être en fait, on travaille plein de choses au quotidien et en fait, c'est le côté aventure. Je vois aussi, peut-être, je sais pas, l'escalade, la rando, les montagnes. Il y a des moments où tout va bien, où on est en haut, des moments où ça va un peu moins bien, mais se rappeler que c'est cyclique, tout ça. Le plus, le moins, tout passe, ça continue. De se dire qu'on est encore là et que ça ira demain et qu'on l'a déjà surmonté quand on a une épreuve, on a déjà fait pire, on a déjà fait autre chose, ça ira et ce côté aussi vraiment de l'aventure dans le sens, prise de recul. Parce que si on est, la tête dans le guidon tout le temps, on se rend pas compte de tous les progrès qu'on a faits, on se rend pas compte de qui on est devenu et on se rend pas compte de tout le chemin qu'on a parcouru, depuis le début de l'entrepreneuriat et tu vois, des moments comme on a aujourd'hui d'échange, de partage, ça fait remettre aussi beaucoup de choses, de revenir à l'intérieur de soi, de réfléchir aussi à tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a vécu et ça aide aussi à être fier de soi parce que l'aventure, c'est ça, c'est relever des choses aussi et de se dire: «Ben, je l'ai fait, C'est on est fort». Mais effectivement, ouais, ouais, bien sûr. Eh bien, écoute, super bon, ce que tu viens de dire pourrait coller à tout le monde. Donc, il suffit juste de regarder ce qu'on a fait, et même dans les échecs, il y a eu des bonnes choses. Je crois que c'est encore une fois David Mescolini qui m'en parlait. Oui, on échoue, mais ou Visuda qui nous dit tout simplement, c'est avec l'échec qu'on grandit finalement, et ça marche bien. Dernière question, avant de te laisser. Allez, tu as la capacité de croiser Adeline à 12 ans dans la cour d'école. Quelle phrase clé tu lui souffles à l'oreille pour la booster, sans spoiler forcément ton aventure, mais qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, «Crois en toi, écoute-toi, quelque chose d'important, c'est que tu es assez». Dans le sens, tu pas besoin d'en faire plus puisque, c'est aussi, certes, ce qui a failli me coûter un burn-out, mais qui aujourd'hui m'a aussi, permis d'être entrepreneur et ça, je pense que c'est précieux, le «tu es assez». Tu pas besoin de montrer à ton employeur que, «Oui, oui, bah, oui, oui, allez-y, donnez-moi plus encore, je suis déjà surchargée, mais continuez, oui, avec plaisir». Non, non, ça, le «tu es assez», c'est important et puis de se dire que, chaque instant, c'est une force, chaque instant, ça nous apporte, quelque chose. Je pense que plus jeune, je me rendais pas assez compte de toute la force qu'on acquiert avec tout ce qu'on vit et de se dire que tout nous amène à là où on doit être aujourd'hui, en fait. Merci Adeline. Merci aussi. C'était hyper plaisant. J'ai apprécié le moment, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert le métier de relations presse. J'ai découvert des choses qu'on n'imagine pas. J'espère que tu as inspiré d'autres personnes qui vont écouter cet épisode et qui potentiellement viendront te voir. Je mettrai évidemment dans les liens de l'émission tout est dans les notes de l'émission, tout est liens. Je vais y arriver, je vais le mettre dans le bon sens. Et puis j'espère que tu continueras, que tu grandiras, puis que tu auras plein de salariés, et puis que on se revoit dans 2 ans à peu près, peut-être avant vu qu'on n'habite pas très loin, et que tu me dises écoute, maintenant j'ai ma boîte, elle est démentielle, on traite des personnes aux États-Unis, au Japon, en Corée, je ne sais où, sur Mars, Ah oui, ça, et que dans 2 ans peut-être, sur tu Mars, sais, pourquoi pas. pourquoi pas. Et puis que tout sera allé comme tu le voulais, et puis que tu auras réussi à obtenir ce que tu avais envie. En tout cas, merci
Merci Adeline. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Et puis à vous tous qui nous écoutez, à très vite dans un prochain épisode de RenaCast. Allez, ciao, bye bye. Merci aussi. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.